Merci beaucoup Anna et merci pour ton invitation ou votre invitation niveau adage que je découvre. Donc, je découvre cette école, cette institution et je suis ravie de savoir que ça existe. Alors moi, pour ma part, effectivement, donc je suis Bella Lotto-Ifler et je coordonne, enfin j'ai cofondé la maison d'informatique responsable, Point de Mire, donc Mire voulant dire maison d'informatique responsable. Et je coordonne ces activités, ces actions depuis 3 bonnes années, même si on sait qu'on a été créé déjà en 2014, mais je coordonne activement les actions depuis ces 3 années. Euh, Point de Mire a comme objet principalement, alors s'adresse au grand public en fait au départ. On verra qu'il y a une petite sœur qui est née entre-temps et qui va peut-être devenir une grande sœur d'ailleurs, je ne sais pas. Mais l'objet principal de Point de Mire est de sensibiliser et de former et de sensibiliser dans un premier temps aux impacts environnementaux du numérique. Alors, je dis essentiellement environnementaux parce que c'est le cœur de notre expertise. Alors, comme il y a beaucoup déjà de choses à dire et de choses à faire là-dessus, c'est bien suffisant, mais il est évident que toujours en arrière-plan, enfin, j'ai toujours dans la tête, même si je parle essentiellement d'impacts environnementaux, j'aurai toujours en tête les autres impacts, notamment psychosociaux et autres, sanitaires, enfin, à tous les niveaux, qu'il y a dans tout ce domaine-là. Hein. Donc, et ce n'est pas du tout parce que ça ne nous intéresse pas. Les impacts psychosociaux sont. Moi, ça me soucie beaucoup, même j'ai envie de dire. Ça a beaucoup de. Voilà, ça m'inquiète, ça m'intéresse, ça m'effraie, ça me préoccupe. Mais pour autant, je ne suis pas experte de ces choses-là. Donc, je m'y intéresse, je lis beaucoup, j'espère approfondir les sujets au fur et à mesure. Mais mon expertise de départ, mon cœur de métier, c'est effectivement les impacts environnementaux. Donc, comme tu évoquais, la partie écologique ou pas, d'ailleurs, puisqu'on va se poser finalement la question, est-ce que ça peut être écolo ou pas? Enfin, voilà. Par ailleurs, moi, j'ai eu je vais juste parler très rapidement, si tu veux bien, de mon parcours professionnel qui est pas chaotique, mais ni sinueux, mais tout à fait changeant, dans le sens où j'ai pas du tout commencé par ça, puisque moi, ça fait que 10 ans que je m'intéresse. Alors, c'est beaucoup par rapport au sujet, hein, de s'intéresser à ces questions-là depuis 10 ans, c'est beaucoup. Mais j'ai pas commencé par ça, parce que bon, j'ai pas 20 ans, hein, ça se voit. J'ai commencé par m'intéresser beaucoup à la science économique. Pour moi, connaître la société dans laquelle on vit, notamment marchande, etc., est, à mon avis, fondamental. Ensuite, et donc avoir une conscience politique qui va avec. Ensuite, comme j'étais musicienne parallèlement, ça a pris le dessus. Et au lieu de devenir, enfin, j'ai été un petit peu prof de sciences éco pendant quelques temps, mais sinon, ma passion un peu personnelle a pris le dessus. Et je suis devenue ingénieure du son, compositeur arrangeur pendant une quinzaine d'années. Donc en fait, aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Cependant, j'en viens. Cependant, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand j'étais ingé son, j'ai beaucoup utilisé, j'étais un peu geek en fait, quelque part, parce que j'étais fascinée par les outils. Moi, j'ai fait vraiment un parcours intéressant dans le sens où on quittait le, le- on arrivait tout juste au numérique en fait. Et du coup, on était encore aux bandes magnétiques, mais on était en train de les laisser un peu tomber. Et du coup, on découvrait vraiment le numérique. Moi, j'avais une fascination pour ça, une peur aussi d'ailleurs, mais une vraie fascination pour ça. Et chaque fois qu'il était possible d'avoir du nouveau matériel, des nouveaux logiciels, des nouvelles solutions logicielles et autres, c'était vraiment, j'étais la première à dire, ah ouais, 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 j'ai envie de ça, de la nouveauté, etc. Donc, cet outil m'a fasciné très rapidement, en fait. L'outil numérique m'a beaucoup, beaucoup fasciné. Il se trouve que donc, il y a 10 ans, j'ai eu un espèce de flash, pas tout à fait d'ailleurs, un peu plus, ouais, enfin bref, peu importe. Temporellement, on s'y perd un peu, surtout depuis que c'est ralenti depuis quelques mois. Et j'ai eu un espèce de flash, plus que ça, presque une illumination, pas spirituelle en tout cas, mais une illumination dans le sens où j'ai vu un documentaire qui m'a frappé à tel point, qui m'a même choqué et qui m'a montré vraiment la matérialité du numérique que j'avais pas du tout, dont je ne soupçonnais pas la teneur. Et du coup, je me suis dit,
dès le lendemain, je n'étais plus la même personne par rapport à cette découverte-là. Et je me suis dit, bon, entre-temps, accessoirement, j'ai eu un accident qui m'a permis de changer encore une fois de métier. Un accident physique qui m'a permis de changer de métier. Et du coup, je me suis effectivement consacrée à la formation. Et de là est venue, voilà. Donc, mon aptitude à travailler sur ces questions de numérique, dans un premier temps de numérique classique, sans se poser de questions aucune, et ensuite de numérique plus responsable, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et j'ai pas pu, quand j'ai eu cette révélation, je n'ai pas pu du tout pratiquer de la même façon. Je ne supportais plus je ne pouvais pas avoir les mêmes attitudes que la veille. Voilà. Donc voilà un peu mon parcours, pour dire ça comme ça. La thématique qui nous intéresse aujourd'hui a évolué très vite. Enfin, les premiers chiffres qu'on a eus, c'était 2007. Les chiffres du cabinet Gartner, donc il n'y a pas si longtemps que ça, quelque part, et en même temps, là, depuis, on va dire 2-3 ans, ça s'est vraiment accéléré, c'est-à-dire les gens s'y intéressent de plus en plus, et au départ, c'était plutôt les grandes entreprises qui s'y intéressaient. Là, j'ai envie de dire, le grand public commence à suivre, commence à s'intéresser à ça, à se dire, tiens, il y a un rapport entre numérique et environnement, lequel je ne savais pas trop, mais en tout cas, je commence à avoir un rapport. Voilà. On a l'impression que le public se pose ces questions-là. Et puis, l'actualité nous a rattrapés aussi récemment avec cette histoire de crise sanitaire. Ça a finalement contribué à consacrer l'outil numérique. Et je pense que c'est pas mal dans ce sens-là. Alors même si on en a beaucoup souffert, je pense les uns et les autres, à tout point de vue. Moi, à titre personnel, ça m'a vraiment beaucoup coûté. Pas le fait d'être confiné, le fait tout simplement d'être obligé d'utiliser l'outil numérique pour quoi que ce soit. Moi, j'ai vraiment pas supporté. Je n'ai pas du tout cette façon de vivre le numérique dans ma vie personnelle. Même si ça m'intéresse beaucoup, c'est pas du tout ça. Je ne suis pas connectée en permanence. Je fais partie des gens qui ne sont pas connectés en permanence, pas en mobilité par exemple. On en reparlera tout à l'heure. Ça fait partie aussi de mes souhaits d'être très modérée, etc. là-dessus. Mais du coup, on a effectivement assisté à cette consécration du numérique. Et là, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment qui va faire bouger les choses, je pense, dans les mois qui viennent et qui va rendre encore plus évident cette prise de conscience entre numérique et environnement. Le numérique peut-il être plus responsable? Question à se poser. Je peux peut-être te demander de m'en poser plein des questions, parce qu'il y en a beaucoup à poser, mais il y a aussi des questions de terminologie. Je terminerai juste là-dessus, cette petite intro. C'est par exemple, nous, chez Point de Mire, on a l'habitude d'avoir… Il y a des problèmes de son, c'est à mon niveau ou c'est… parce que là, je suis en train de voir… Alors, je pense que c'est au niveau d'un participant qui doit y avoir un souci. Le reste, c'était juste une problématique de rejoindre le son. Donc, pour l'instant, je pense que tout le monde t'entend, sauf une personne. D'accord, parce que j'étais en conférence juste avant, il n'y en avait pas, donc je ne voulais pas que ce soit de mon fait là. Du coup, donc, oui, je parlais de terminologie, je pense que c'est très important parce que avant, quand on parlait de cet aspect-là, c'est-à-dire des impacts environnementaux du numérique, on avait tendance à utiliser l'expression anglophone Green IT, donc Green et puis IT comme l'IT, ou IT for Green, qui était aussi… alors, d'un côté, Green IT, c'était effectivement… les impacts environnementaux du numérique, et de l'autre côté, c'était IT for Green, c'est-à-dire comment le numérique peut contribuer au développement durable quelque part, en quoi il peut aider à être plus écolo, grosso modo, pour aller vite. Voilà. Cette expression, elle a vu le jour notamment au sein des grandes entreprises, dans les grands comptes. Après, donc, elle a fait un peu son temps, et depuis peu de temps, on utilise plutôt l'expression numérique responsable, sachant que c'est une expression donc, qui est vraiment consacrée dans les administrations, maintenant dans les boîtes, dans tous les rapports publics qui ont paru récemment dans les derniers mois. Il y en a eu beaucoup, que ce soit le Sénat, le Conseil supérieur du numérique, le Shift Project,
greenIT.fr, enfin voilà, il y a eu vraiment beaucoup de publications, enfin pas mal de publications majeures. Et maintenant, on utilise vraiment le terme de numérique responsable. Et on parle aussi de sobriété numérique, bon, qui est un terme dont on pourra parler ensemble tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un petit avis là-dessus, mais enfin, qui n'engage que moi. Du coup, nous, on va rajouter une couche, et après, je te laisse vraiment me poser les questions que tu souhaites me poser. Mais au lieu de parler de numérique responsable, nous, chez Point de Mire, on en rajoute une couche en parlant de numérique plus responsable. Pourquoi ? Parce qu'on pense que numérique responsable, c'est vraiment un oxymore. C'est-à-dire vraiment que le numérique ne peut... Alors, je commence très mal la conférence, ou en tout cas, bon, je rigole, hein, évidemment, je commence pas... J'espère que non, mais c'est une petite provocation, dans le sens où le numérique, de notre point de vue, ne peut pas être responsable. Ça ne va pas ensemble. C'est pour ça que je parle d'oxymore. En revanche, nos pratiques numériques peuvent être plus responsables. Donc, on a un rôle à jouer tout à fait net, hein, une responsabilité partagée entre tous les acteurs, mais notre pratique peut être plus responsable. Donc, nous, on va parler plutôt, nous, en ce qui concerne Point de Mire, on va plutôt parler de numérique d'un numérique plus responsable. Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit, tu vois, un petit rappel ou une petite discussion terminologique pour mettre un peu dans le bain, quoi. Voilà, voilà. Du coup, on entend beaucoup, en fait, non, on entend très, très peu parler de l'impact qu'a notre consommation quotidienne sur l'environnement. Typiquement, il y a des pages qui ne sont pas nécessaires, typiquement celle d'entrée de Netflix. On doit sélectionner son utilisateur, qui était persistante avant quelque temps, qui était l'équivalent de je ne sais plus combien de dizaines et de dizaines de tours du monde en avion, qui n'était pas utile. Donc, il y a ces aspects-là, il y a l'aspect de... Enfin, je vais te laisser dire tout ça plutôt que moi, mais Non, mais comment on effectivement, peut faire en tant que ouais. utilisateur, en fait, pour être attentif sans non plus ne rien faire? Alors, pour faire un petit état des lieux, peut-être pour que tout le monde soit à peu près sur la même longueur d'onde. Après, on peut ne pas, enfin, il peut y avoir après des désaccords sur d'autres choses, hein. Mais au niveau de l'état des lieux, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que on a des indicateurs pour ces impacts environnementaux sur le numérique. C'est-à-dire, on va distinguer notamment 4 indicateurs fondamentaux. On va avoir, et des choses auxquelles on ne pense pas forcément. L'indicateur auquel on pense tous, c'est l'indicateur qui contribue au dérèglement climatique, à savoir l'équivalent CO2. Ça, c'est un peu le top 5, enfin, j'ai envie de dire le top 1, hein, c'est-à-dire que vraiment, quand on pense développement durable, écologie, machin, etc., qui ne pense pas à équivalent CO2, gaz à effet de serre? Tout le monde. On ne sait pas trop forcément ce que c'est d'ailleurs derrière, mais grosso modo, on a tendance à évoquer cette affaire-là. C'est juste, tout à fait. C'est donc les équivalents, les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au dérèglement climatique. Je vais vous donner le chiffre tout à l'heure. Donc ça, c'est un indicateur qui est important, mais c'est loin d'être le seul et c'est loin d'être le plus important, paradoxalement. Mais c'est le plus connu. C'est la star un peu. Pour tous les autres secteurs, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est par exemple, alors c'est pas le moindre, justement, c'est le plus important, c'est l'indicateur qui concerne les ressources abiotiques. J'avais l'impression que j'étais en muet là. Oui, vous m'entendez aussi là, toujours? Ah, c'est toi que j'entends pas. Ouais, ok. Ouais, pardon. Les ressources abiotiques, c'est-à-dire les ressources non renouvelables. À savoir que dans le numérique, ben, qu'est-ce que sont les ressources abiotiques? Ce sont effectivement notamment les matériaux qu'on va utiliser, notamment les métaux. Et les métaux rares en particulier, mais pas seulement. Donc les métaux, on va avoir l'occasion d'en reparler certainement, évidemment, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Donc ça, c'est un deuxième indicateur, c'est-à-dire finalement, est-ce que le puits est sans fond ou pas? Ben non, en fait, il y a une finitude des métaux, il y a une finitude de ces ressources non renouvelables, par définition, hein, on le dit bien, non renouvelables. Donc à un moment donné, quand on a pris tout, ben, il n'y a plus rien. Voilà. Alors il y a un laps de temps, c'est pas demain, mais l'avenir est proche pour certains minerais notamment, etc. Ça, c'est le deuxième indicateur. Troisième indicateur, c'est l'énergie dont on a besoin, ce qu'on va appeler l'énergie primaire.
Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est l'énergie primaire. On confond souvent avec l'électricité, mais grosso modo, pour aller vite, l'énergie primaire, c'est l'énergie dont on a besoin pour fabriquer l'électricité que l'on va ensuite utiliser pour faire justement cette visio, pour éclairer. Alors, je ne sais pas si je suis super bien éclairée, toi, tu es mieux éclairée que moi, je crois. C'est plus pro. Voilà. Et le jus, en fait, qui sort de l'interrupteur de la prise. Voilà. Donc, en fait, l'énergie primaire, c'est l'énergie déployée pour fabriquer l'électricité dont on va utiliser pour l'énergie finale. Et pourquoi c'est l'indicateur et l'énergie primaire plutôt que l'électricité? L'indicateur environnemental, c'est plutôt l'énergie primaire. Pourquoi? Parce que cette électricité peut être fabriquée de différentes façons. Si on fabrique de l'électricité avec du nucléaire, on va moins émettre de gaz à effet de serre. Par contre, bon, alors je ne dis pas que c'est bien, hein, du tout, mais simplement on va moins émettre de gaz à effet de serre. Si on utilise de l'énergie fossile, on va émettre des gaz à effet de serre. Si on utilise de l'hydraulique, on va émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours imaginer comment est fabriquée l'électricité plutôt que de penser à l'électricité elle-même. Si on ne sait pas comment elle est fabriquée, ça n'a aucun intérêt de parler d'électricité tout court. Voilà. Si c'est un intérêt économique, de consommation, etc. Mais voilà. Et le quatrième, donc là j'en suis au troisième indicateur, et le quatrième indicateur, pour ensuite vous révéler les chiffres, donc je tease un peu, mais le quatrième indicateur, c'est, et ça on n'y pense jamais, c'est la tension sur l'eau douce, c'est-à-dire l'eau dont on a besoin pour fabriquer du numérique. Voilà. Donc en fait, il faudrait qu'à l'issue, enfin idéalement, à l'issue de cette petite discussion, ça serait bien qu'on ait tous en tête que finalement, quand on a un usage numérique, bah, ça nécessitait vachement de flotte, grosso modo. Voilà. Sachant qu'en plus, le monde est quand même en stress, enfin, souffre, une grande partie du monde, hein, de l'humanité, souffre d'un grand stress hydrique. C'est très important de se dire que nous, dans notre usage du numérique, nous participons aussi à cette grosse consommation d'eau, que ce soit au niveau des data centers, que ce soit au niveau de la fabrication des appareils et que ce soit au niveau, par exemple, de la fabrication justement de l'énergie primaire, etc. Donc, pour résumer, on a 4 indicateurs fondamentaux pour avoir une idée de ces impacts environnementaux. Je les redonne une dernière fois. Les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au dérèglement climatique, l'énergie primaire, donc comment on a fabriqué l'électricité dont on a besoin, la tension sur l'eau douce et les ressources naturelles non renouvelables, à savoir abiotiques. Une fois qu'on a ça en tête, déjà, on n'a pas le nez que sur le CO2, quoi. On se dit, bah ouais, en fait, je ne pensais pas que mon ordi, il avait nécessité autant de trucs différents. Ça, c'est important. Alors, il y en a qui le savent, hein, bien sûr. Désolé pour ceux qui sont au fait de ces questions. Et si vous découvrez le reste, bah, tant mieux, c'est bien. Alors après, pour répondre plus concrètement à ta question, enfin là, c'est hyper concret. Hein. C'est notre planète, hein, dont il s'agit, là, vraiment. Donc, c'est concret. Par contre, j'ai envie de dire, mesurer davantage ce que je suis en train de dire, on a, alors, gaz à effet de serre, on en a parlé. Ben, est-ce qu'on a une idée de l'émission en gaz à effet de serre du numérique? Ben oui, on a une idée très précise d'ailleurs. C'est grosso modo un peu plus de 4% des émissions mondiales sont dues au numérique. D'accord? Ce 4%, ce qui est intéressant, alors est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? C'est difficile comme ça de se le dire. On peut comparer, on a tendance depuis 2007, quand on a eu le premier chiffre, on peut comparer avec les émissions de l'aviation civile. Étant 2%, on peut dire que le numérique émet 2 fois plus de gaz à effet de serre au niveau mondial. Voilà. D'autre part, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça, c'est au niveau mondial. 4% numérique au niveau mondial. Après, au niveau des émissions purement françaises, eh bien, on est un peu moins bon élève que les autres, enfin que la moyenne en tout cas. C'est-à-dire que nous, on émet un peu plus de 5% de gaz à effet de serre au niveau de notre numérique. Voilà. Donc, je pourrais ramener toujours à la France, mais en tout cas, ça, c'est ça. Ensuite, au niveau de l'énergie primaire, si on veut un chiffre, on consomme 4,2% d'énergie primaire pour le numérique. Voilà.
et un peu plus encore au niveau français. En fait, la France, c'est mauvais élève par rapport à la moyenne. Je ne vais pas à chaque fois vous donner la référence directe. Et si vous avez besoin de chiffres, je serai volontiers, je pourrais tout à fait vous les fournir à l'occasion. Voilà. Et alors, ce qui est très important je n'ai pas envie de vous empiler, vous gaver de chiffres, parce que ce qui est important dans les chiffres, c'est la tendance. Et d'ailleurs, on vous le dit certainement pour plein d'autres choses. Hein. Ce qui est important, c'est la tendance. Et ce n'est pas de retenir le 4%, c'est plutôt de retenir, c'est 2 fois plus que l'aviation, par exemple. C'est pas mal. Parce que l'aviation, on la voit. On voit les avions dans le ciel. On sait qu'il y a une intensification du trafic aérien. Donc, si on dit que c'est 2 fois plus que l'aviation, ben on se dit, ben, waouh, le trafic des données, justement, il est sacrément densifié. OK ? Voilà. Ce qui est très important donc, de retenir, c'est la tendance. Et le numérique n'est pas le secteur le plus émetteur. Le secteur le plus émetteur, vous avez le transport, vous avez le bâtiment, vous avez l'agriculture, donc l'alimentation. Tout ça, c'est vachement plus émetteur. Hein. On est d'accord. Il vaut mieux être végétarien et streamer à fond que de ne pas streamer et de manger de la viande. Hein. Très honnêtement, si vous faites une mise en perspective entre les différents secteurs, ce n'est pas le secteur qui émet le plus. En revanche, il ne faut pas penser qu'il n'aimait pas du tout, ce n'est pas le cas, au contraire. Et là où il faut être très, très vigilant, c'est le secteur qui émet le plus rapidement, qui évolue le plus rapidement. C'est-à-dire qu'il augmente de 10% par an au niveau de ses émissions. Donc ça, c'est très important parce que ça va super, super vite. Notamment, par exemple, explosion des données. Ça, vous qui faites du code et qui êtes vraiment au fait de ces questions, vous savez bien qu'on est dans l'explosion en vol des données. D'une part, au niveau du flux, donc du transport de ces données, du stockage, bien sûr, et puis du fait, par exemple, de l'explosion en vol aussi des objets connectés. Et puis, avec la 5G, ça ne va pas se calmer, ça va faire exactement dans la même lignée, ça va exploser d'autant plus cette histoire de données. En 2050, je crois qu'on sera à 140 zeta-octets annuels, enfin un truc comme ça, et actuellement, on est à 40 annuels, pour vous donner une petite idée en quantité. Après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce n'est pas le stockage des données qui est le plus impactant. Avant, c'était le cas, parce que les data centers n'étaient pas top, etc. Maintenant, il y a une grande comment dire, il y a une meilleure efficience énergétique, enfin une efficience tout court des data centers. Donc, de grands progrès ont été faits. C'est le flux des données qui est beaucoup plus impactant que le stockage. Donc, ce n'est pas le parking, c'est le transport des octets qui est beaucoup plus impactant. C'est pour ça qu'il faut être hyper économe en données. En fait, il faut essayer de ne pas les faire voyager. Voilà. S'il y a un chiffre qu'il faudrait retenir vraiment pour terminer sur cet aspect chiffre, s'il y a un chiffre ou un ordre de grandeur qu'il faudrait garder en tête, idéalement, c'est qu'on a un cycle de vie qu'on peut simplifier en numérique. On peut dire qu'il y a 3 étapes principales. Extraction, fabrication, usage, utilisation et fin de vie. Voilà. Je nais, je vis et je meurs. Voilà. Ce cycle de vie-là, donc simplifié et adapté donc, par rapport au numérique, évidemment, il y a du transport, etc. On imagine bien tout le reste, hein, tous les intermédiaires. Mais si on regarde ces 3 étapes fondamentales, il y a une étape qui, de façon écrasante et majoritaire, cumule tous les impacts, une grande partie des impacts, 70 à 80%, 2 tiers à 3 quarts des impacts sont cristallisés et se passent lors de la première étape du cycle de vie, c'est-à-dire l'extraction-fabrication. Ça veut dire concrètement que si j'achète du neuf, du matériel neuf, ma dette environnementale est déjà colossale. Il ne me reste pas grand-chose pour pouvoir limiter la casse, entre guillemets, dans mon usage et encore moins dans ma fin de vie. C'est pour ça que la première bonne pratique à mettre en place, vous l'imaginez, qui est directement liée à cet impact qui se cristallise sur cette première étape de cycle de vie, c'est l'allongement de la durée de vie du matériel. C'est une philosophie, une posture à avoir absolument en tête en permanence. Voilà. Donc, il faut vraiment retenir que l'impact environnemental se situe dans la première étape du cycle de vie, extraction-fabrication, 2 tiers à 3 quarts. Pour vous donner l'idée, le smartphone, par exemple, c'est 80%
des impacts environnementaux ont lieu lors de l'étape extraction-fabrication, et notamment extraction. Le type de pollution, pour revenir à la terminologie pollution digitale, qu'on entend un peu aussi circuler dans la presse et dans le public, cette pollution, elle est très concrète. C'est-à-dire que quand on extrait des minerais pour que ça devienne ensuite des composants à mettre sur une carte mère, le chemin est très long entre cette première étape et la dernière étape. Pour arriver à cette pureté et pour pouvoir assembler des composants, on est sur des pollutions du sol, pollution de l'air, pollution de l'eau. On est sur dégommer des sommets de montagne entiers pour faire des mines à ciel ouvert. Si on est encore, par exemple, si on a un data center qui est encore alimenté au charbon, par exemple, et au niveau de l'extraction, on est obligé de creuser de plus en plus profond pour pouvoir trouver de moins en moins de minerais, puisqu'on a un problème, comme je l'évoquais tout à l'heure, de finitude des métaux. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette notion limitation, de finitude, de limitation des ressources. Et donc, il faut qu'on soit très économe. Il ne faut pas arrêter d'utiliser, mais il faut être super économe. Top. Je vais bientôt. Alors, il y a déjà quelques petites questions qui s'accumulent. Je vais bientôt te les lire. Oui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques recommandations un peu grand public sur comment minimiser son impact en continuant d'utiliser quand même son téléphone et son ordinateur au quotidien? Oui, alors je peux en donner quelques-unes. Alors après, il y en a plein. Il y en a plein dans le détail, c'est-à-dire que, par exemple, moi je suis en train de revoir un ouvrage que j'ai fait avec l'ADEME qui sortira, dont l'édition va sortir en octobre. Et j'ai compté, je dis ça parce que j'ai compté récemment le nombre de tips que j'ai pu indiquer. J'en ai trouvé 92, grosso modo, donc il y a plein de trucs à faire, ça c'est sûr. En revanche, il y a des tas de trucs qui sont. Ils n'ont pas la même importance, quoi. Alors, si on peut faire tout en même temps, c'est génial. Mais en fonction de la profession qu'on a, vous, par exemple, au niveau du code, vous allez pouvoir agir. Je vais en parler après parce que c'est fondamental pour vous. Mais on va agir justement en termes d'éco-conception de services numériques, par exemple. Ça, c'est tout un sujet. Ça ferait même l'objet d'une conférence en soi, d'ailleurs. Mais donc, c'est pour ça que je ne voudrais pas bâcler le sujet. Mais par contre, le premier geste, c'est d'allonger la durée de vie du matériel. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est pas très sexy, quoi. Ça donne pas forcément envie. On aura envie de faire un geste, puis ça y est, c'est fait. Mais en fait, ça veut dire quoi finalement, allonger la durée de vie du matériel? Ça veut dire tout simplement prendre soin de son matériel, ne pas confondre le hardware et le software, l'entretenir, c'est-à-dire vraiment entretenir du point de vue logiciel, chose que le grand public ne fait jamais. Qui entretient d'une manière logicielle son ordinateur, qui clean un petit peu les trucs, à part quand on est un petit peu dans le métier, et encore, on est tous assez négligents en la matière. Donc nous, par exemple, on a mis au point un carnet d'entretien qui fait que ça nous oblige à suivre un peu comme pour une bagnole ou pour d'autres choses, ou pour nos enfants, est-ce qu'on les a vaccinés, est-ce qu'on a fait ceci ou cela. On a créé un carnet d'entretien pour justement bichonner nos appareils, que ce soit smartphone ou ordi ou n'importe quel terminal, de manière à pouvoir non pas être fétichiste. Bichonner, ça fait un peu fétichiste, mais en fait, en prendre soin tout simplement. Parce qu'en fait, on nous a tous donné un ordinateur dans les mains. Je ne parle pas des professionnels, mais le grand public on a tous un ordinateur dans les mains. On nous a filé les clés d'une grosse bagnole super rapide finalement, un grand bolide, sans nous assurer qu'on avait le permis, ni même le code à minima. Voilà, sans faire de jeu de mots avec vous. Donc en fait, grosso modo, le top du top, c'est allonger la durée de vie du matériel. Si on allonge de 1 an, c'est colossal. C'est un impact qui va être positif, là pour le coup, extrêmement intéressant. Si on allonge de 2 ans, c'est encore mieux. La durée des smartphones de renouvellement, c'est 18-24 mois. C'est terrible, c'est une catastrophe absolue. Il y a une 50aine de métaux dans un smartphone. Il y a une grande partie des métaux qui sont dans la dalle, par exemple, dalle et l'écran, qui sont des terres rares. Les terres rares, c'est des lanthanides, enfin une partie des lanthanides, c'est quasiment pas recyclable ou à hauteur de 1% maxi. La plupart des réparations ont lieu sur les dalles et les écrans de smartphone. Ce qui veut dire qu'en fait, on est vraiment en cours à la casse, quoi. C'est le cas de le dire. Donc, il faut protéger, par exemple, sa dalle de smartphone parce qu'on va éviter la casse toute bête et on va pouvoir prolonger. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. C'est une posture en soi qu'il faut avoir.
Après, il y a un deuxième geste qui est fondamental, une deuxième bonne pratique qui est valable pour tout le monde et qui emmerde tout le monde. C'est-à-dire que personne n'a envie de le faire, mais c'est fondamental au niveau de son impact positif, c'est d'éteindre sa box quand on n'en a pas besoin. C'est-à-dire d'éteindre la box la nuit. Et quand on part en vacances, puisque là on est en période estivale, il y a plein de gens qui partent en vacances, etc. Eh bien, éteindre sa box quand on part, éteindre sa box la nuit, évidemment pas quand il y a quelqu'un encore qui en a besoin, on est bien d'accord, mais soyons gentils. Mais voilà, et ça c'est fondamental, parce que là c'est en termes de ce qui coûte le plus cher au niveau environnemental, au niveau du réseau, c'est les derniers kilomètres. Donc c'est au niveau de la box qu'on a le plus d'impact. Et c'est notamment en termes de fabrication de la box. Ce n'est pas uniquement l'énergie, l'électricité qu'elle consomme, malgré tout, hein, c'est entre 16 et 20 euros par an, donc ce n'est pas énorme, c'est toujours ça, mais ce n'est pas énorme, mais parce que l'électricité en France n'est pas chère, ça il faut le savoir. Mais par contre, c'est vraiment sa fabrication. Donc, et puis c'est le fait d'avoir le Wi-Fi par exemple toujours ouvert, alors que en fait c'est une tête chercheuse, donc pourquoi on peut éteindre le Wi-Fi et le mieux c'est d'éteindre la box. Voilà. Donc ça c'est pénible, les gens ne veulent pas le faire, mais si vous faites ça, vous êtes super bon, quoi, parce que là vous avez un impact réel. Et puis parce que c'est 24 heures sur 24. Hein. Après il y a des tips du genre, alors là qui ne coûtent pas grand-chose. Si par exemple, tiens, je vais te faire deviner, ou peut-être que quelqu'un a envie de répondre, certainement, quelle est d'après vous la pratique la plus impactante dans notre quotidien? Alors je ne dis pas sur quel terminal, parce que sinon je vous donne une partie de la réponse. Mais quelle est la pratique quotidienne numérique la plus impactante au niveau environnemental? Celle qui coûte vraiment, là pour le coup, qui coûte, alors qui fait vachement plaisir, mais qui coûte beaucoup, qui coûte cher. Mais j'attends quelques réponses avant de. Moi, je Ouais. Ah bah nickel. Ah Ouais, ben pareil. voilà, nickel, bingo, bravo. Alors, Mail. super, parce que j'ai aussi la proposition de notif et de mail. Alors, on va en parler si vous voulez. Mais effectivement, le tiercé perdant, c'est je stream avec mon smartphone en 4G, la totale. Et si vous voulez exactement l'autre côté, alors dans le train, dans le TGV, alors là, bingo, la totale, merci pour celle ou celui qui en a parlé, c'est génial. Si je stream avec mon téléphone portable dans le train en 4G, alors là, magnifique. Alors dans le train ou ailleurs, mais en 4G, quoi, voilà. Ça, c'est complètement dommage parce que bah, si toutefois on avait pris le soin de télécharger le truc, ça serait cool parce que ça serait vraiment nettement mieux. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le truc qui est hyper impactant. Une meilleure pratique, je ne dis pas une bonne, parce qu'il n'y en a jamais de bonne finalement, mais une meilleure pratique que je stream avec mon smartphone en 4G, ça serait quoi? Ça serait, bah, je stream à partir par exemple, de mon ordinateur, mais en filaire. Alors, je suis désolée, ça fait old fashion, enfin, moi, je fais ça. En filaire, je ressors mon câble RJ45 et surtout, je vais aussi adapter ma résolution parce que je ne vais pas me mettre en 4K sur un smartphone, enfin, c'est complètement idiot. Je vais adapter la résolution si toutefois j'en ai la possibilité avec le service que j'ai utilisé, que je ne vais pas nommer, mais là, quelqu'un a donné une marque déjà. Je vais adapter ma résolution d'image à la dimension de mon écran. Voilà. Donc moi, j'ai un petit écran, par exemple, de n'importe quoi. Quand je stream à la maison, je ne vais pas me mettre en super haute def. Ça n'a aucun intérêt. Strictement aucun. Voilà. Donc, on peut, voilà. Et puis, on peut co-streamer. C'est vachement plus sympa, c'est convivial. C'est-à-dire, on stream avec plusieurs personnes et du coup, on va désimpacter. Ça, c'est juste pour la petite blague, mais voilà. Co-streamons, pas sur un smartphone avec un câble, avec du filaire. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu le truc inverse. Alors, quelqu'un proposait, enfin, deux personnes, il y en a une personne qui proposait les notifications. Alors ça, c'est toujours des trucs en trop. J'ai envie de dire pour deux raisons, parce que bon, c'est pas du tout le truc le plus impactant, loin de là. C'est vachement en bas de la liste, mais ça fait partie des choses qui seraient intéressantes de minimiser. Mais vraiment, je ne dis pas enfin, parce qu'on a qu'à, à la limite, chacun fait ce qu'il veut et prend le truc qu'il peut faire. Mais les notifications, ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça va limiter un petit peu l'impact environnemental, évidemment, parce que tout a une conséquence, mais aussi ça va nous libérer. Ça va nous enlever un tout petit peu les menottes, j'ai envie de dire. Hein. Donc ça libère la tête. Voilà. Donc à deux niveaux, je trouve que c'est intéressant. Donc je dirais oui.
mais c'est loin d'être aussi… Le streaming, vous savez, c'est 80%… Enfin, l'usage vidéo, c'est 80% de la bande passante. Et le streaming pur via Netflix et compagnie, OCS et tout ce que vous voulez, merde, je ne voulais pas me dire de marque, tant pis, c'est 60%. Donc, c'est hyper intéressant. Et de regarder YouTube sur son smartphone, le pire, c'est par exemple, puisque quelqu'un l'évoque, je reviendrai au mail après, quelqu'un évoque YouTube sur son smartphone. Ce qui est vachement dommage, ce que moi j'ai fait pendant très longtemps, je l'avoue, de toute façon, moi j'étais très mauvaise élève, honnêtement, c'est le fait de faire, par exemple, de regarder, enfin de prendre un YouTube pour écouter de la musique. Alors certes, on trouve des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs, etc., et qu'il y a le côté gratuit, etc., évidemment, mais finalement, on va streamer dans la poche, quoi. On va streamer de la vidéo pour écouter de la musique sur un casque. Donc, c'est vachement dommage. Essayons, si on peut, d'utiliser un service uniquement de streaming audio si on veut faire du streaming audio. Et essayons d'éviter, si on peut, du YouTube, ou alors on essaie de trouver un YouTube Catcher, je ne sais pas quoi. On va télécharger tranquillement l'audio, puis on fait notre petit truc en local. C'est ça qu'il faut, c'est privilégier le local au maximum. Donc, le téléchargement et de localiser le truc. Moi, j'ai ma petite liste sur mon smartphone, enfin sur mon téléphone qui n'est pas très smart, mais parce que je n'utilise pas beaucoup. Mais j'ai toutes mes musiques qui sont dedans en local et qui viennent effectivement en grande partie de YouTube, mais je les ai téléchargées. J'ai juste enlevé la partie vidéo, tout ça. Voilà. Le mail, ça fait partie. Alors, il y a une bonne pratique sur le mail. C'est vraiment pas du tout impactant par rapport à tout le reste que j'ai dit jusque-là. En revanche, pour vous dire quand même que ça l'est, donc il est en bas de la liste par ordre décroissant, ok. En revanche, si on zoome dessus, un mail avec, par exemple, qui fait 1 méga, donc un petit texte avec une pièce jointe d'1 méga, en gros, c'est l'équivalent d'une ampoule allumée de 25 watts pendant 1 heure. Donc, ce n'est pas complètement neutre. On a à peu près 12 milliards de mails qui sont échangés chaque heure au niveau mondial. Ce qui veut dire qu'on est à peu près à 200 milliards sur 24 heures. Ça veut dire que ça va être par heure l'équivalent de 4000 allers-retours Paris-New York, etc. Donc, c'est absolument pas rien. Mais ça a beau être déjà impactant, c'est pas grand-chose par rapport à tout le reste du numérique. Donc, il faut vraiment bien mettre en perspective. Alors, une bonne pratique, une meilleure pratique pour le mail, ça va être, au lieu d'aller nettoyer sa boîte mail, comme souvent on nous propose, ouais, soyez éco-responsable, nettoyez votre boîte mail. Au lieu de faire ça, on peut plutôt réfléchir pendant 5-10 minutes à notre propre politique de mail en disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne réponds pas aux mails qui n'ont pas besoin de réponse. Je vais même dire à mes amis, par exemple, si c'est des trucs amicaux, etc., je vais leur dire, c'est pas que je suis devenue impoli du jour au lendemain, mais je vais décider que je ne vais pas te dire merci, ok, si ça ne mérite pas de réponse. On se met un peu d'accord, on se fait une petite policy, quoi, comme on dit en anglais. Et surtout, on va essayer d'éviter les répondre à tous, on va essayer d'éviter de ne pas retrimballer les pièces jointes qui se baladent pour rien, etc., qui ne sont pas nécessaires. Et surtout, on va essayer de purger dans notre messagerie les pièces jointes. Les mails, on s'en fout, c'est ça, on sait, c'est léger. Surtout s'ils sont en format texte et pas en format HTML, ça c'est encore mieux. Mais c'est super léger. Par contre, on va essayer de purger les pièces jointes qui ne sont pas utiles et qu'on garde. Pourquoi on garde, par exemple, l'image du dégât des eaux que j'ai eu il y a 5 ans? Pourquoi c'est sur mon Gmail, par exemple? Je donne un exemple. Pourquoi j'ai tout le dossier de mon assurance de je ne sais pas quand qui fait quelques mégas ou peut-être une centaine de mégas? Ça n'a strictement aucun intérêt. Donc voilà, c'est tout. Donc une politique de mail, ça serait envoyer le moins de mails possible, pas faire forcément le ménage de l'existant parce que c'est déjà là, mais envoyer le moins de messages possible et puis purger les pièces jointes, des trucs gros, quoi. Les trucs qui valent la peine. Après, il y a une histoire sur voilà, transport de données et stockage. Au niveau des sources, alors c'est la source greenIT.fr, donc le blog bien connu de Frédéric Bordage, qui est un des pionniers, un expert pionnier en la matière. Et lui, il a calculé qu'effectivement, on avait, alors j'ai plus les chiffres en tête très exactement, mais le flux de données est nettement plus impactant que le stockage. Je pourrais te donner les informations précisément par mail si tu veux, ou un complément
Voilà, un complément d'information. Ce qui est important, c'est effectivement, là je vois le truc passer, mais c'est vrai, hein, de maîtriser les spams, c'est hyper important, y compris, alors évidemment par des solutions logicielles, bien sûr, si on peut, mais y compris à la main, même si par exemple Gmail a il a un super truc anti-spam, il fait bien son job, il faut aussi continuer manuellement à travailler là-dessus, quoi. Et moi, j'ai quasiment pas de spam, je n'ai pas de spam, quoi. Je n'ai que des mails utiles, peut-être inintéressants parfois, mais utile. J'ai quasiment pas de spam. Et je voulais aussi dire un truc sur, sur une des questions que tu m'as posées. Alors, oui, non, c'était par rapport à Google, je fais ça automatiquement, il me semble, à titre d'exemple pour l'adaptation de la réseau au terminal. Non, pas sûr, je ne crois pas, parce que j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Alors, il faudrait qu'on me prouve le contraire, mais je ne pense pas qu'il y ait une adaptation justement à la résolution par rapport au terminal. Donc, à vérifier. Ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, ou en tout cas pendant le confinement, c'est qu'il y a eu effectivement, vous savez, de la part de certains services type Netflix et autres, et YouTube notamment, il avait mis par défaut, il avait changé la résolution par défaut, mais par contre, on avait tout à fait la possibilité de la remonter si on voulait. Il n'avait pas bridé, quoi. On est d'accord, hein. Il avait juste baissé celle qui était par défaut, mais on pouvait remonter si on avait voulu. C'est vrai que ça aurait été un peu dictatorial, mais sait-on jamais. Voilà. Qu'est-ce que tu... Là, je ne sais plus où j'en suis dans les réponses. Enfin, je sais, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, si tu as des questions précises encore à me... Je vais te dire des questions qui sont tombées un petit peu tôt, qu'on a un peu skippées pour te laisser finir ton propos. Ouais. Dans ces chiffres d'émissions et de consommation, y a-t-il uniquement l'exploitation ou tout le cycle de vie? Ça, tu y as répondu, pardon. Ouais. Donc, tu disais que le terme sobriété ne te convenait pas Ah oui, trop. Pourquoi? d'accord. Alors ça, c'est un peu perso, j'ai envie de dire. Et peut-être que ça peut parler à certaines personnes qui sont parmi nous. Parce que sobriété, moi, ça me fait penser au contraire, c'est-à-dire à l'ébriété. Et sobriété, alors, l'ébriété numérique, on est en plein dedans, on est d'accord. Sobriété, ça voudrait dire qu'en fait, on pourrait être, être moins saoul, quoi. C'est-à-dire, on pourrait faire un peu moins, du coup, un peu être raisonnable. Si on garde le parallèle et la comparaison avec l'alcool, moi, ça ne me semble pas tout à fait possible. Parce que quand on est vraiment en état d'ébriété avancée, notamment tous les jours, ça s'appelle l'addiction. Quand on est addict, on ne peut pas décider ensuite de boire un peu moins. Il faudrait plus boire du tout. Et là, on ne demande pas aux gens, je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais on ne demande pas aux gens de ne plus utiliser le numérique. On n'est pas là-dessus. On est dans l'idée de faire un peu moins, de ralentir, de faire un peu plus low, pour faire allusion à la low-tech, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne me semble pas adapté. Alors, on comprend ce que ça veut dire. Puis en plus, il y a un côté un peu négatif dans le sens où là, il va falloir se priver, ce qui est vrai d'ailleurs. Quelque part, un jour, on va devoir sans doute se priver un peu, parce que si on n'a plus à un moment donné, si on n'a plus de ceci ou cela, ou de certaines terres rares qui viendraient à manquer, on n'aura plus, par exemple, de tel ou tel type de fonctionnalité dans nos smartphones, par exemple, etc. Mais pour en revenir à ce terme-là, je pense que, enfin moi je suis plus sur la terminologie de modération, par exemple, comme boire avec modération, mais on continue à boire quand même. Voilà. C'est un peu ça. Et ça rejoint un peu mon idée de plus responsable, c'est que de toute façon, sobriété, non, sobriété numérique, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que par exemple, l'État actuellement s'intéresse, l'État français, à travers certains rapports et tout ça, s'intéresse à la sobriété numérique. Mais par ailleurs, il nous fourgue la 5G. C'est exactement comme quand on nous dit buvez moins, mais par contre, l'alcool est en vente libre. Alors pourquoi le shit n'est pas en vente libre? Je vois pas. Donc, comment peut-on nous demander d'être sobre si on nous propose de toute façon des solutions d'hyper-ébriété comme va être la 5G? Parce que la 5G, ça va nous pousser, il va y avoir un effet rebond manifeste qui va faire qu'on va consommer davantage, c'est une évidence. Même si on n'a pas envie, ça sera évidemment le cas. Mais donc, ça, c'est un point de vue, hein, ça n'engage que moi, cette histoire de terminologie et d'avis sur cette question-là, quoi.
Voilà. Alors, oui, je pense que c'est important effectivement de parler d'éco-conception pour vous, parce que ce qui est important, c'est que c'est un vrai levier, en fait, dans la diminution de l'impact environnemental, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle maintenant l'éco-conception de services numériques. Et là, vous êtes bien placé pour vous y intéresser. Et ça ne concerne pas que le code, hein, il ne faut pas se tromper là-dessus, mais c'est aussi donc en partie du code. Le code vert n'existe pas. De toute façon, le truc vert, tout ce qui est vert n'existe pas, on est d'accord, hein. Le transport vert, le truc propre, le numérique vert, le numérique propre, ça n'existe pas. En revanche, on peut verdir un petit peu, c'est-à-dire on peut faire nettement mieux. Et le code peut être effectivement plus sobre, plus frugal. On peut utiliser moins de ressources. Ça, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Ce qu'on va faire quand on parle d'éco-conception de services numériques, c'est qu'on va considérer l'ensemble du service. C'est-à-dire qu'on va plutôt mettre en branle et mettre en relation toutes les parties prenantes sur cette question de service numérique, c'est-à-dire du designer UX, du marketeur, de la personne de la com, chef de projet, machin, truc bidule, le développeur bien évidemment, etc., etc. Il faut que tous les gens pensent ensemble le service numérique ou l'appli ou le site internet, de manière à ce qu'on puisse se poser tous ensemble la question quelle va être mon unité fonctionnelle? Qu'est-ce que je veux que le client ou que l'usager trouve à travers mon site internet, trouve à travers l'appli que je lui sers, trouve à travers tel service, etc. Typiquement, l'unité fonctionnelle de base que tout le monde connaît, notamment en temps estival et tout, c'est par exemple un service numérique très simple, c'est je veux me connecter à telle appli ou à tel site internet pour acheter un billet de train pour aller à tel endroit. Ça, c'est une unité fonctionnelle. Bon, cette unité fonctionnelle, quand elle est traduite techniquement, elle peut être super énergivore et très impactante, surtout dans l'ancien site de SNCF. Un voyage SNCF, c'était relativement catastrophique, par exemple, parce qu'on passait des plombes à trouver l'info, qu'on ne trouvait d'ailleurs pas forcément au final. Et puis, on nous fourguait des trucs du genre, tu as besoin d'un hôtel, d'un truc, d'un machin. Il y avait des pubs, il y avait des animations flash ou des trucs, enfin plein de choses comme ça. Tu veux louer une voiture, tu veux ceci, cela, etc. Donc le parcours utilisateur était extrêmement complexe pour arriver à quelque chose d'assez simple, en tout cas de la demande d'un usager simple. Je veux aller à Perpignan demain, en train. Voilà. Alors que si on compare par exemple avec, vous pourrez le faire par curiosité, si vous allez sur la Deutsche Bahn, qui vend le même genre de truc, c'est-à-dire un billet de train, c'est un site éco-conçu qu'on donne souvent en exemple. Et bien là, l'unité fonctionnelle a été bien pensée. Alors le site, il est moins joli peut-être, moins ceci, moins cela. Évidemment, il faut faire une sorte de deuil du clinquant dans l'éco-conception, mais du coup, on pense vachement plus à l'usager. Voilà. Et on va penser plus à ce qu'il veut finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'il voulait, et il va peut-être être plus content. Il va être davantage satisfait. Donc c'est extrêmement intéressant de travailler et de réfléchir une équipe complète à l'unité fonctionnelle, aux souhaits du client, etc. Et à bien faire le tri de tout ce qui n'est pas utile, de tout ce qui est et aller dans la frugalité. Et c'est là que va intervenir le développeur qui va effectivement pouvoir avoir un certain nombre de tips et de bonnes pratiques. Alors elles sont toutes listées dans une liste TopQuest là, et notamment les 115 bonnes pratiques d'éco-conception, alors ça ne s'appelle pas de service numérique, mais d'éco-conception web. C'est un petit bouquin, mais vous trouvez l'équivalent en liste open source, enfin libre, sur Internet. Et si tu as besoin encore de l'info, je pourrais te la lister demain. Et qui pourra justement vous donner, en tant que développeur, un certain nombre de bonnes pratiques et de bonnes pistes pour aller plus loin sur le sujet. C'est un vrai sujet, cette affaire-là. C'est un levier très important. Et par exemple, bon, moi, quand je travaille, quand j'ai l'occasion de parler de cette question-là, je donne des exemples de plein de sites Internet qui sont éco-conçus et qui sont sympas. Je vous donne 2 autres exemples juste pour finir sur cette question. Le premier, un bon et un mauvais. Alors, je commence par le mauvais pour finir par le bon. Par exemple, si vous allez sur le site non pas impôt.gouv.fr, mais servicepublic.fr, un truc comme ça, site du gouvernement, c'est toute une armada de trucs parce qu'il y a plein de possibilités, on s'en doute. Hein.
voilà, que propose le gouvernement français. Et si vous allez sur l'équivalent UK du gouvernement donc britannique, alors c'est un site qui ne fait pas de mine, qui est vachement low-tech du coup, et qui est hyper éco-conçu, et qui va être vachement frugal. Et par contre, si vous cherchez un truc, vous le trouvez. Moi, ma fille va faire des études l'année prochaine, à partir de l'année prochaine à Londres. On a tout trouvé en super vite, super rapidement. Et c'est vraiment un site qui est donné en exemple. Vous avez le site du Mucem, le musée par exemple à Marseille, qui est éco-conçu. Et eux, pour arriver à faire le pendant de la frugalité, mais que ça soit un truc quand même un peu joli à voir et tout ça, ils ont mis le paquet sur la police de caractère. Ils se sont dit, tiens, on va mettre un petit look un peu original, on va baser un peu tout sur la police de caractère. Il y en a qui, par exemple, se disent, tiens, on va hyper compresser les images, limite pixelisées, mais par contre, pour donner un petit look, on va faire un peu sépia truc, ou une espèce de filtre bizarre qui va donner une gueule intéressante. Et ça pousse à une innovation, ça pousse à trouver des idées, ça pousse dans nos derniers retranchements. Et le site de UK, c'est l'équivalent de UK Government ou je ne sais pas quoi. Je ne me souviens plus là, du lien exact, mais voilà. Mais si vous cherchez, voilà, c'est ça. gov.uk. Voilà. Voilà, donc en fait, si vous voulez, ce qui me plairait beaucoup, c'est que vous, en tant que futurs développeurs ou développeurs déjà, etc., développeuses notamment et tout, c'est que vous disiez, tiens, ça c'est une super piste. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est une super piste pour pouvoir vraiment optimiser. Vous pouvez avoir un vrai facteur de différenciation vis-à-vis de vos futurs clients et de vos partenaires, et vous dire, en fait, on pourrait vraiment essayer de rajouter une couche à ça, enfin, au sens figuré du terme, et surtout pas au sens technique du terme, et enlever finalement le gras numérique qui n'est pas nécessaire. Je prends l'expression de Frédéric Bordage là-dessus, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette notion de gras numérique, c'est-à-dire du numérique qui ne sert à rien et qui ne va pas servir finalement l'usager dans la fonctionnalité qui est recherchée. Donc, c'est vraiment un levier parce que, par exemple, LinkedIn est assez bien éco-conçu dans le sens où ce service-là, ils ont économisé, en revoyant un petit peu le site, ils ont économisé je ne sais pas combien de serveurs. Ça, c'est de l'argent aussi. C'est de l'économie financière. Le site de Google, par exemple, je veux dire, il est super soft au départ. C'est un truc, un champ de recherche en plein milieu versus du Yahoo qui était dans tous les sens, qui ressemblait à rien. Etc., etc. Donc, il y a vraiment plein d'exemples à donner qui sont extrêmement intéressants par rapport à cette question-là. Voilà. Et là, effectivement, Media Lab, Sciences Po, oui, tout à fait, je vois. Puis après, vous avez plein de pistes, hein, Low-Tech Magazine qui justement donne plein d'adresses de sites intéressants à aller voir et à faire. Et vous avez aussi, alors ça c'est important pour vous, c'est des outils d'audit pour, par exemple, pouvoir mesurer, faire un petit audit des sites que vous construisez, par exemple, si vous faites des sites Internet, de manière à voir quelle serait la note, par exemple. Alors, vous pouvez avoir des surprises. Hein. Les notes, elles vont de A à E. Alors, si vous avez la note de E, bah, ce n'est pas grave. C'est peu mieux faire. Et si vous avez la note de A, ça veut dire que vous avez super bien travaillé en termes de frugalité. Alors, vous avez Eco Index, qui est donc un instrument, enfin un outil qui vous permet d'auditer une adresse URL. Donc, c'est par page. Après, vous avez Ecometer, mais là, il est un peu en panne récemment, c'est ce qu'on m'a dit. Et vous avez Green IT Analysis, qui est un add-on de Firefox et de Chrome, et qui vous permet, ensuite, dans l'onglet développeur, qui va vous permettre d'analyser tout ce que vous voulez, de garder ça en mémoire et de pouvoir ensuite les printer ou les éditer et pouvoir voir de près, et qui va vous proposer des bonnes pratiques. Par exemple, il va vous dire, dans ton site, tu as des problèmes, je ne sais pas, je prends un truc super simple, tu as un problème de compression d'image, ou alors dans ton site, tu as un problème de ceci, de cela. Vous pourriez faire ceci, vous pourriez faire cela. Donc, c'est intéressant parce que ça donne des suggestions. Voilà. Et puis, il y a une dernière chose aussi que je voulais dire, c'est que dans l'éco-conception de services numériques et dans le numérique plus responsable, moi, ça sera mon mot de fin. Après, s'il y a d'autres questions, bien évidemment,
j'y réponds. Je souhaiterais dire qu'il y a une dimension qui est souvent oubliée, c'est l'accessibilité, que vous connaissez certainement aussi comme contrainte. Et pour moi, elle est fondamentale. Alors, pour l'instant, je suis handicapée provisoire parce que je me suis cassé le poignet, ce que je disais à Anna, ce qui n'est absolument pas grave, mais qui ralentit, ma foi. Du coup, je pianote avec la main gauche. Mais connaissant beaucoup de personnes qui ont des handicaps différents, etc., je pense qu'on les néglige trop, malgré les obligations qu'on a vis-à-vis d'eux avec la RG2A, etc., et les normes en vigueur. Et ça fait aussi partie, c'est une composante du numérique responsable. Hein. C'est de penser aux daltoniens. Donc, par exemple, il y a un truc, ça sera vraiment mon mot de fin pour moi, c'est que par exemple, le green, tout ce qui est écolo, c'est souvent en green par définition. Hein. Donc, nous, par exemple, on a un logo qui est vert avec je ne sais plus quel code couleur. Bon, manque de bol. Alors, manque de bol, c'est un verre qui n'est pas du tout accessible. C'est-à-dire que c'est un verre que je ne vais pas pouvoir réutiliser dans les titres de mon menu de site ou autre parce qu'il n'y a pas assez de contraste par rapport au fond, etc., etc. Vous avez un outil qui s'appelle Wave et qui va faire aussi l'audit accessibilité. Et là, nous, on a vu qu'on avait une super mauvaise note par rapport à ça. Et toute dernière chose encore, puis après, il faut m'arrêter. Je tiens juste à vous dire qu'on a, quand je disais que Point de Mire avait une petite sœur ou une grande sœur, on a fondé une nouvelle structure aussi. Donc, Point de Mire est une association où on est vraiment engagé, on est la plupart du temps bénévole dans cette histoire-là, et on est engagé, on est militant, etc., etc. Et on a fondé une autre entité qui est commerciale au sens tout simplement de la structure et qui gère la partie conseil et formation et qui prend en charge notamment les formations de tout type au niveau du numérique responsable. Donc, on a des formations justement sur une introduction à l'éco-conception de services numériques. On fait des formations au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, on a fait Epitech, on a fait Master 2 de Dauphine, on a fait l'école supérieure du génie informatique, on va faire le pôle Léonard de Vinci, on fait pas mal d'écoles supérieures. On a une formation sur les achats IT responsables. On a évidemment la formation phare qui est l'état des lieux et les bonnes pratiques des impacts environnementaux du numérique. Et puis, on a une autre formation qui est comment intégrer le numérique responsable dans la RSE d'une entreprise. Voilà. Il faut m'arrêter. Par contre, s'il y a d'autres questions, il n'y a aucun problème. Alors, il y a Vincent qui demande du coup un petit peu plus de précision sur le lien accessibilité et coût écologique d'une page. Et puis, on a @twins qui demande s'il existe des incitations, qu'elles soient financières ou autres, qui permettraient de promouvoir le numérique responsable. Et moi, ma question, c'était qui a la main la plus longue pour faire vraiment changer les choses? Les entreprises, le gouvernement, nous, utilisateurs, comment changer? C'est que des bonnes questions. Alors, je vais répondre à l'envers parce que comme ça, je me souviens de la tienne. Donc, effectivement, on a vraiment, je crois, enfin, de mon point de vue, on a des responsabilités partagées. Donc, pouvoir public, évidemment, entreprise, évidemment, et citoyens, évidemment. Alors, moi, j'ai tendance à donner plus de responsabilités aux citoyens, mais parce que je pense que c'est toujours une histoire de choix personnel et autres, etc. Moi, on ne m'a jamais mis un pistolet sur la tempe pour acheter un iPhone, quoi, par exemple. Je veux dire, je prends cet exemple parce que j'ai vu encore des gens faire la queue à l'Apple Store en passant à Opéra tout à l'heure parce qu'on est installé à côté. Voilà, bon, j'étais étonnée. Je suis toujours étonnée de voir ça. Donc, je pense qu'effectivement, pour répondre à ta question, responsabilité partagée, acteurs publics, donc pouvoir public, entreprises et citoyens, vraiment, il ne faut pas se refiler la patate chaude, il faut tous faire ensemble ça. L'entreprise a évidemment quelque chose à faire. Comment on peut les inciter numériquement? Au niveau financier, effectivement, on peut ressortir un certain nombre de ce qu'on appelle les KPI, hein, donc des facteurs et des indicateurs comme ça, qui font que, par exemple, si on a une politique, typiquement en Green IT ou en numérique responsable, on va mettre en place une politique d'impression beaucoup plus responsable. Là, on va effectivement faire des économies. Si on fait une politique d'extinction des feux, parce que éteindre des appareils, mais pas seulement les mettre en veille, c'est fondamental aussi. Je parlais d'éteindre la box tout à l'heure, mais c'est éteindre les ordis, c'est éteindre les trucs pendant les week-ends, éteindre quand il n'y a vraiment pas besoin
d'utiliser du matériel la nuit, par exemple, dans les boîtes. Tout ça, c'est des économies d'énergie. Donc, il y a effectivement des incitations, des économies à faire. En termes d'incitation pour pouvoir promouvoir le numérique responsable, pas vraiment au sens strict. C'est-à-dire, par contre, il y a une volonté publique, par exemple, d'une mise en place d'un nouveau label qui s'appelle numérique responsable pour les organisations. Donc nous, on fait partie on va travailler avec l'agence Lucie qui porte le label numérique responsable et on va justement participer à ces formations-là pour former les gens qui veulent rentrer dans ce dispositif. Mais il n'y a pas d'incitation financière là-dessus directement. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Et pour répondre à la question aussi, l'impact environnemental d'une page, etc. Alors, il y a des moyennes qui sortent un peu, genre 20 grammes la page, 20 grammes d'équivalent CO2 par page, etc. Je vous signale, alors il y a plein de chiffres qui sont parfois contestés, parfois pas, etc. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de vous rapprocher aussi d'un outil qui s'appelle Carbonalizer, qui a été développé par Richard Hanna, qui est développeur, et qui s'était rapproché du Shift Project. Vous pouvez le télécharger gratuitement, évidemment. C'est un add-on de Chrome et de Firefox, Carbon Analyzer, en fait. Voilà, c'est un peu difficile à prononcer. Et qui va mesurer aussi, pas le trafic, mais l'usage. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire des trucs à partir de votre navigateur. Vous êtes, par exemple, en train de faire des requêtes. Ensuite, vous allez sur tel autre truc. Vous allez cliquer sur ceci, cela. Ouvrir telle page, etc., etc. Il va vous calculer votre impact uniquement sur l'usage, pas sur l'ensemble du cycle de vie de tout ce que vous avez consommé. En équivalent CO2, en équivalent alimentation de smartphone et en équivalent kilomètres parcourus en voiture. Parce que très souvent en numérique, dans notre discipline, on va comparer en kilomètres en voiture, en kilomètres en avion, on va comparer, alors je vous donne un dernier chiffre parce qu'il est très intéressant, on compare en Tour Eiffel aussi. Et là, qu'est-ce qu'on va comparer en Tour Eiffel? C'est les déchets, parce que je n'en ai pas du tout parlé, c'est une catastrophe absolue, parce qu'il y a un défaut de collecte en Europe et dans nos pays riches, les pays occidentaux notamment, et on déverse tout dans les poubelles du monde. La poubelle du monde la plus connue, en tout cas en termes de D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, c'est Agbogblochi au Ghana, c'est l'antichambre au Nigeria, et puis c'est l'Asie du Sud-Est, et puis c'est l'Inde, c'est la Chine, même si elle a fermé ses portes, elle accepte encore des trucs en clandestin. Et l'exportation de déchets électroniques est totalement illégale, c'est un crime, c'est criminel, mais on le fait beaucoup. On ne le sait pas, quand on le met dans la rue, par exemple, ça peut aller à Agbogblochi, quelques milliers de kilomètres au-delà. Donc, il faut vraiment collecter au bon endroit. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Nous, on fait beaucoup d'actions pour ça, pour sensibiliser les gens à la collecte, pas garder dans son tiroir, pas mettre à la poubelle, pas mettre dans la rue, aller au bon endroit, etc. Parce que le numérique est très peu recyclable. Il n'y a pas d'économie circulaire en numérique. La plupart des métaux se recyclent à moins de 1%. Donc vraiment, c'est du bullshit quand on nous dit « Ah, le numérique, c'est recyclable, l'économie circulaire », c'est faux. C'est faux. Par contre, il faut collecter au maximum pour se donner le maximum de chances de pouvoir recycler un petit peu quand même. Mais c'est quoi le bon endroit du coup? Déchetterie, déchetterie, c'est un peu au dernier recours, mais c'est bien. Mais au moins, c'est classé et ça ira au bon endroit, même s'il y a quand même encore des vols en déchetterie. Mais le bon endroit, c'est les c'est les points de collecte, typiquement les écomobiles ou les trimobiles à Paris, par exemple, si vous êtes parisien. Il y a plein de villes en province qui ont des points de collecte. Il faut se renseigner auprès de ces municipalités respectives. Et ensuite, on s'affiche ça à la maison ou dans l'entreprise. Une entreprise, par exemple, je ne sais pas si, par exemple, vous, à l'école, est-ce que vous avez un point de collecte? Si ce n'est pas le cas, vous pourriez l'organiser. Ça serait génial. Vous avez un point de collecte des 3E? On trie simplement le vert du jaune du ménager, mais on n'a pas de point Voilà. de tri. Moi, je vous propose solennellement de vous mettre en lien, je te donnerai les coordonnées avec plaisir, de se mettre en lien avec un des 2 éco-organismes officiels agréés par l'État qui va pouvoir vous positionner des bacs de collecte comme nous on a ici, par exemple, et qui ensuite nous rassure sur la traçabilité. C'est-à-dire, si je mets mon téléphone portable en tant qu'étudiant chez vous dans ton bac de collecte, je sais qu'il va aller à tel endroit, même si après, de toute façon, il y a des paniers percés, on le sait. Mais il faut vraiment se donner tous les moyens pour pouvoir collecter
le mieux possible, c'est hyper important. Les ressourceries, bien sûr, il ne faut pas les oublier, c'est une évidence. Si on peut donner aux ressourceries, c'est encore mieux parce que du coup, elles vont pouvoir être réutilisées. Favoriser le réemploi ou le reconditionnement, ça c'est idéal absolument. D'ailleurs, acheter reconditionné, c'est très bien. Mais la deuxième main, c'est très bien, c'est évident. Il ne faut pas acheter neuf, quoi, tout simplement. Et puis, tout ce qui est évidemment association. Puis bon, utiliser le libre, c'est magnifique. Enfin, en fait, il faudrait, soyez, j'espère, pas trop sévère avec moi dans le sens où c'est tellement court qu'on n'aura pas pu tout se dire, et notamment certains points qui sont encore très importants, mais on n'aura pas forcément pu peut-être les traiter. Mais là, c'est un survol, hein, on est bien d'accord. C'est un survol, mais voilà. Et puis moi qui travaille avec l'ADEME donc sur cette deuxième édition de l'ouvrage, l'ADEME a fait un booklet qui s'appelle La face cachée du numérique. Donc, ils ont repris d'ailleurs un certain nombre de trucs qu'on avait fait ensemble. Et ça, c'est un truc qui est gratuit, qui est sous forme de PDF ou de booklet gratuit que tu peux commander pour ton école. Et en papier, hein. Le papier n'est pas mauvais du point de vue numérique responsable. Il ne faudrait absolument pas dire que la dématérialisation est mieux que le papier. C'est complémentaire, l'un n'exclut pas l'autre. Par contre, il ne faut pas imprimer bêtement, ça c'est une évidence. Et vous avez un autre petit booklet qui est gratuit, que tu peux faire vraiment venir gratuitement par l'ADEME, sans frais de port, sans rien. C'est les impacts environnementaux du smartphone aussi, à mettre dans toutes les mains, notamment des jeunes gens, des gens très jeunes, des ados, etc., qui est super bien foutu. Et il y a beaucoup de ressources et de trucs hein, et de liens. Nous, on fait une veille. Là, je vois qu'il y a des liens qui sortent au fur et à mesure et que je vois très bien et qui sont et qui font partie effectivement de nos ressources directes. Il y a beaucoup de choses là-dessus, hein, mais voilà. Je vous propose de vous envoyer par mail vraiment tous les liens les plus intéressants qui sont passés dans ce chat au cours de cette conférence parce que je vois des pépites moi aussi, Ouais. avec plaisir à la mise Et en si tu veux, relation. je pourrais rajouter quelques petits trucs que j'ai évoqués là en lien, et notamment des liens bibliographiques aussi, parce que moi je trouve que c'est important de pouvoir lire pas seulement des rapports et des trucs techniques, mais aussi de lire des livres sur le sujet qui sont extrêmement… Pour nous, ce qui est important chez Point de Mire aussi, c'est d'avoir une contribution inspirante et pas seulement des chiffres, pas seulement des trucs, mais de donner envie de faire des choses, quoi. Je pense que c'est important, parce que c'est pas facile. Donc, il faut se serrer les coudes tous et puis s'encourager les uns les autres à faire des trucs inspirants, quoi. Voilà. Ouais, ça, c'est vraiment important. Hein. C'était une excellente conclusion et on te rejoint là-dessus. C'est bien pour ça qu'on veut faire cet événement de manière précise, mais toute cette Summer School de manière un peu plus générale. Écoute, encore merci à toi pour ton temps. Merci Merci à beaucoup à tout le monde d'avoir été là et puis que je salue. Et puis, au plaisir de venir faire une petite visite, un petit café. Pensez au bac de collecte chez ASA. Et puis, je passerai un interlocuteur direct. Ça marche. Ça Faciliter marche. un petit peu les choses. Et puis, au plaisir de te rencontrer en vrai. Et passe à travers notre bocal à tous. Et bel été à tous aussi. Tu passes quand tu veux chez Adata Ouais, Expo. avec plaisir, ouais. Très franchement. Et faites des beaux développements, faites des beaux trucs, quoi. Ça m'intéresse. Je t'enverrai quelques liens de ce qui a pu être fait. Ouais, ça me plairait beaucoup. Ouais. À très bientôt tous. À très bientôt.